Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir ensemble comment mieux vivre la rentrée scolaire, comment faire en sorte que cette rentrée soit plus sereine, notamment pour les enfants et les familles d'enfants à besoins particuliers. Et aujourd'hui, je vais spécifiquement parler de l'autisme et de l'hyperactivité. Donc pour de nombreux enfants, avec autisme ou non, avec hyperactivité ou non, avec d'autres besoins particuliers ou non, la rentrée scolaire peut vraiment être un grand défi. Aujourd'hui, on va voir pourquoi elle est un grand défi, notamment pour les personnes avec autisme. Qu'est-ce que cela implique en fait dans le quotidien des familles, une rentrée scolaire, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, avec des outils simples, cette rentrée se passe pour le mieux pour tout le monde, à la fois pour les parents qui accompagnent, pour la famille au complet, pour l'enfant lui-même et pour l'équipe éducative, les enseignants, faire en sorte qu'il y ait le plus d'harmonie possible pour que cette rentrée, et puis on le souhaite, l'année entière se passe pour le mieux pour tout le monde, et notamment pour ses enfants. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et je suis sensibilisée à l'autisme et l'hyperactivité puisque ça fait maintenant partie de mon quotidien de maman. Donc je crois vraiment que chacune d'entre nous, chacun de nos enfants à besoins particuliers ou non, peut trouver sa place et s'y sentir bien. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous donner des conseils bien-être liés à la pratique de yoga. Qu'est-ce que la pratique de yoga va pouvoir apporter en termes de gestion des émotions, de lâcher prise et de mieux vivre le quotidien, notamment quand on a des besoins particuliers liés à l'autisme et l'hyperactivité. Et aussi, l'objectif, c'est vraiment de donner des informations, de mettre la lumière sur les difficultés rencontrées par les familles, la solitude parfois, le mal-être aussi que peuvent ressentir ces enfants à besoins particuliers, vraiment mettre la lumière sur ça parce que c'est important aussi d'en parler pour que ce soit mieux connu. Quels sont ces défis que rencontrent ces enfants à besoins particuliers, donc notamment dans les enfants avec TSA? Il va y avoir le défi de l'adaptation au changement. Qui dit rentrée scolaire dit changement de rythme. On le sait, les personnes avec autisme fonctionnent beaucoup avec des rituels, avec des routines. Comment est-ce qu'on s'organise matin, midi, soir? Comment est-ce qu'on fait telle action de telle manière? Parfois toujours aux mêmes heures ou parfois toujours de la même manière. Et donc, on ne fait pas les mêmes choses dans notre journée quand on est à l'école, donc en période scolaire, ou quand on est en vacances. Donc, qui dit rentrée scolaire, au moment où je tourne la vidéo, on est au mois de septembre. Donc cette vidéo se veut intemporelle, il y a des rentrées scolaires plusieurs fois dans l'année, c'est juste que celle-ci au mois de septembre, elle est vraiment plus importante puisque l'enfant s'est adapté à un rythme de vacances pendant plus longtemps. Donc il a vraiment intégré ce rythme des vacances et maintenant il va devoir réintégrer la période scolaire. Donc justement, en fait, comme l'enfant avec autisme vit avec des routines, comme on change de rythme, ça va lui demander un temps d'adaptation plus long, un temps d'intégration plus important qu'un autre enfant qui n'a pas d'autisme. Ça va générer chez lui beaucoup de fatigue. La fatigue, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes avec autisme, aussi bien les enfants que les adultes. Il y a une grande fatigue liée au fait que chaque effort que tout le monde va faire dans son quotidien et qui semble facile, qui n'est parfois même pas un effort, pour la personne avec autisme, ça va représenter vraiment un effort. Par exemple, se lever le matin, il y a déjà, la personne avec autisme n'a pas le même niveau d'énergie que la personne sans autisme ou sans trouble du neurodéveloppement. C'est lié notamment aux difficultés de sommeil, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le simple fait de devoir se laver, s'habiller, déjeuner, va demander beaucoup d'énergie à l'enfant avec autisme, beaucoup plus qu'un autre enfant. Donc, ce qui fait qu'au moment où l'enfant va arriver à l'école, il a déjà moins d'énergie. Donc, la fatigabilité, c'est déjà une problématique
c'est déjà un des grands défis des enfants avec autisme. Donc là, quand on leur change la routine, ça leur demande un temps d'adaptation, une intégration plus longue et ça leur coûte beaucoup d'énergie, ça les fatigue. Un autre défi que vont rencontrer les enfants avec autisme au moment de la rentrée, ça va être lié aux relations sociales. Les relations sociales sont souvent problématiques, notamment à cause en fait par le fait que les personnes avec autisme n'ont pas les codes sociaux, ne les comprennent pas. Il y a des choses qu'on fait, qu'on dit naturellement, ou qu'on ne fait pas, ou qu'on ne dit pas naturellement, et il n'y a pas besoin de l'expliquer à la plupart des autres enfants parce que c'est intuitif. Ça se fait pas, ça se dit pas. L'enfant avec autisme, c'est pas clair ça pour lui, pas du tout. Donc en fait, c'est comme si un petit peu, il marchait sur des œufs et il savait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que c'est bien de dire ça? Est-ce que c'est pas bien de dire ça? Puis il se pose même pas la question, il fait ou il fait pas, ou il dit ou il dit pas. Et ça peut être problématique en termes d'interaction sociale. Ça crée des incompréhensions. Ça va faire en sorte que l'enfant, il va sembler bizarre aux yeux des autres, mais il est souvent moins inclus dans les groupes. En fait, il est vraiment à part. Ça peut ne pas poser de problème lorsque l'enfant avec autisme lui-même n'a pas forcément envie d'être avec d'autres enfants, de jouer avec d'autres enfants parce qu'il se sent bien seul. Parfois, on a l'image de dire dans sa bulle, mais c'est vraiment un cliché. C'est pas toujours le cas. Des fois, l'enfant avec autisme a envie d'être avec les autres. Sauf que comme il ne sait pas toujours s'y prendre, il ne comprend pas les codes, et puis en plus, ça se voit qu'il est différent aux yeux des autres, ça va vraiment être une difficulté pour lui. Et ça lui coûte de l'énergie aussi d'essayer de comprendre ces codes sociaux. Pour les parents d'enfants avec autisme, c'est aussi un défi de se dire comment ça va se passer à l'école. Comment vont se comporter les autres enfants avec lui? Il y a toujours cette crainte, puis on en parle beaucoup, et c'est bien qu'on en parle aussi, c'est le harcèlement scolaire. Donc, je pense que chaque parent se sent aussi concerné et vigilant par le harcèlement scolaire. Et du coup, quand on sait que l'enfant a une particularité et semble bizarre aux yeux des autres et a un peu du mal à s'intégrer, peut-être que les signaux s'allument encore plus chez certains parents. Donc déjà, s'il faut mettre les choses au clair, c'est que ça veut rien dire, c'est pas du tout lié. C'est pas parce qu'un enfant a un TSA qu'il va souffrir de harcèlement scolaire et vice versa. Mais ça peut s'entendre que c'est un défi, une inquiétude chez les parents en se disant comment ça se passe à l'école parce que ça peut être difficile. Chaque point que je vais évoquer, chaque défi pour cette rentrée scolaire et toutes les autres que je vais évoquer dans cette vidéo pourrait vraiment être détaillé dans des vidéos à part. Donc ici, je passe assez rapidement. C'est pas que c'est pas important, mais c'est que ça prendrait des heures et des heures d'en parler. Et que là, je vais quand même essayer de faire un format assez court. Qu'est-ce qui est difficile également? C'est que avec ces interactions sociales, il va y avoir donc les nouveaux élèves, les nouvelles classes, donc est-ce qu'on va avoir les mêmes élèves dans la classe, est-ce qu'il va y avoir le même enseignant ou non, et il va y avoir tout un flou. Chaque parent sait bien que finalement la rentrée scolaire c'est un peu surprise, est-ce qu'il va y avoir une AVS ou non, est-ce que ça va être la même ou non, est-ce que ce sera le même enseignant ou non, est-ce que l'enfant reste dans la même classe ou change, tout ça c'est un peu un flou. Et chez les personnes qui ont besoin en fait d'anticiper, de s'organiser, de prévoir, d'être rassurées, ce qui est souvent le cas des personnes avec autisme et donc des enfants avec autisme, ça met une difficulté supplémentaire. La relation sociale, elle va pas être non plus la même avec un enseignant qu'avec un autre. Il suffit que puis là, vous allez me dire, mais c'est vrai pour tous les enfants. Quand il y a une matière ou quand il y a un enseignant qu'on aime particulièrement, on va peut-être plus facilement apprendre et avoir de la joie à aller en classe. Mais la personne avec autisme, elle va être aussi parfois sélective, c'est-à-dire que si ça passe pas sur le plan relationnel, parfois c'est fini, ce sera difficile de réussir à la motiver.
Donc c'est peut-être vrai pour tous, mais on pourrait dire encore davantage pour les personnes avec autisme. Une autre difficulté, un autre grand défi, ça va être l'organisation et l'autonomie. L'organisation, c'est que la personne avec autisme, quand je dis la personne, je devrais dire l'enfant, puisqu'on parle de rentrée scolaire, mais il peut y avoir des jeunes enfants ou aussi des enfants qui sont en études universitaires, donc ça marche vraiment pour tout le monde, ont un mode de fonctionnement différent. Ils ne raisonnent pas du tout de la même façon. Sauf que, en termes d'organisation, ils ont leur propre organisation, leur propre raisonnement, mais ils n'en ont pas toujours conscience. Donc, par exemple, on va vouloir aider la personne avec autisme à s'organiser, à apprendre ses leçons, à faire ses exercices, mais peut-être que notre fonctionnement neurotypique n'est pas du tout adapté à celui de la personne qui est concernée. Et cette personne concernée n'est pas forcément capable de dire « mais moi je ne comprends pas ce que tu me dis parce que moi je fonctionne de telle ou telle manière ». Donc parfois pour les parents c'est difficile parce qu'on comprend ou on voit qu'il y a une difficulté d'apprentissage pour l'enfant ou d'organisation pour l'enfant, mais comme on ne connaît pas et qu'il ne peut pas nous dire encore pour le moment comment ce serait plus facile pour lui, l'organisation de la rentrée c'est vraiment un grand défi à la fois pour la rentrée puis tout au long de l'année. Je l'ai dit également, la fatigue. La fatigue, je pense que je ferai vraiment une vidéo sur ça, c'est très 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 important. La personne avec autisme, tout à l'heure, je disais, quand elle se réveille, elle a déjà moins d'énergie qu'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle est plus sensible aux troubles du sommeil. Il y a des troubles de l'endormissement, il y a des réveils nocturnes, parfois très longs. Il y a des troubles pour se réendormir la nuit. Et ce qui fait que au moment de se lever, quand il y a déjà plus de la moitié d'énergie en moins, ça va être très difficile d'aller faire toute la journée. Ça va impliquer au niveau de l'école, c'est que le soir, ça va être parfois impossible de se mettre aux leçons, parfois impossible d'ouvrir un cahier. Et pour certains enfants, ça va même devenir impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Je me souviens d'une maman qui expliquait que son enfant avec autisme avait vraiment des très bonnes facultés à l'école, que les enseignants auraient vraiment aimé même faire passer des classes à l'enfant tellement l'enfant était bon dans son domaine et presque s'ennuyait en cours parce que c'était trop facile, et que la maman disait non mais ok, ça semble peut-être trop facile, mais tellement l'enfant est épuisé à l'école que quand il rentre le soir, couper sa viande, c'est plus possible. Trouver l'énergie pour aller prendre sa douche, c'est plus possible. L'enfant, il est comme en burn-out, il n'en peut plus, il ne peut plus rien faire. Donc oui, il y a comment est-ce qu'on peut vivre des réussites à l'école, faire des apprentissages à l'école, mais il ne faut pas négliger qu'est-ce qui va être possible ensuite de faire le soir. Je sais que moi, ma priorité, mais tant pis, c'est pas forcément les leçons, c'est peut-être même pas forcément d'ouvrir le cartable, c'est le bien-être de l'enfant avant tout. Donc ça, c'est vraiment une difficulté, notamment par le fait que parfois c'est pas compris de l'autre côté. L'enfant, il va faire sa journée d'école et la fatigue accumulée, c'est que le soir à la maison qu'elle va être vue en fait. Donc il va y avoir les enseignants qui vont parfois, avec bienveillance, c'est pas toujours le cas, mais un peu pousser l'enfant en disant allez, il peut faire mieux, il peut y arriver, s'il fait un peu d'effort un petit peu tous les jours, il va y arriver. Oui, mais c'est plus possible un petit peu tous les jours, parfois le soir, et encore moins le week-end. Donc là, ça va vraiment être une difficulté, un grand défi en fait, à la fois tout au long de l'année, mais encore plus dans ces moments de rentrée où il faut se réadapter à un nouveau rythme. Une des difficultés, un grand défi, peut-être moins pour les enfants, je ne sais pas, peut-être moins pour la personne qui est à l'école que pour la famille qui accompagne, c'est c'est mieux, hein, mais le manque de connaissance de l'autisme à l'école. Puis c'est vraiment pas, je veux blâmer personne, chaque enseignant fait ce qu'il peut, mais
on le sait, il y a un manque de formation encore, même si c'est de mieux en mieux. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a vraiment des liens qui peuvent être faits si un enseignant a besoin d'informations, a besoin d'être soutenu pour pouvoir accompagner son élève avec autisme. Il y a vraiment des choses qui peuvent être proposées et organisées. Donc ça, c'est vraiment super. Mais parfois, qui dit autisme, il y a énormément de formes d'autisme et il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'enfants avec autisme. C'est-à-dire qu'il peut arriver des fois qu'il y ait un enseignant ou peut-être une AESH ou en tout cas quelqu'un qui est à l'école et qui dit « Oui, l'autisme on connaît, on a déjà eu ». Ben oui, mais c'est tellement un spectre large que ça ne veut rien dire du tout. C'est vraiment se réadapter à « Ok, c'est un enfant avec autisme ». Parfois avec une hyperactivité en plus, ça veut dire qu'il a des besoins particuliers et vraiment spécifiques à lui, pas à l'autisme, mais à lui. Il a son mode de fonctionnement à lui, ses particularités sensorielles à lui, et ce qui est vrai pour un enfant n'est pas forcément vrai pour un autre. Et ça, c'est parfois difficile à vivre dans la mesure où souvent le parent, lui, il est 24/24 avec son enfant, il le connaît depuis tout le temps. Alors 24/24, pas toujours, parce que du coup, des fois, il est à l'école, mais c'est lui qui est le plus souvent avec son enfant. Donc c'est lui qui le connaît bien. Et parfois même, il y a des parents qui peuvent avoir la chance de se former à l'autisme, notamment si vous avez un centre régional d'autisme là où vous habitez en France, donc ils organisent des formations pour les proches aidants. Donc on peut, en tant que parent, se former et mieux comprendre ce qu'est l'autisme et mieux comprendre le fonctionnement spécifique de notre enfant. Mais en tant que parent, on a beau avoir cette expertise et vouloir la transmettre aux enseignants, aux AESH quand on peut leur parler, ce qui n'est vraiment pas le cas toujours, on reste le parent et il y a toujours cette étiquette du parent chiant qui couvre un peu son enfant, qui s'inquiète pour rien. Ça, c'est vraiment un des défis à surmonter parce que c'est ce que vivent aussi de nombreux parents. Bref, je pourrais là aussi faire toute une vidéo sur ça. Heureusement, c'est pas tous les enseignants qui nous reçoivent de cette façon. Il y a aussi des enseignants qui sont très ouverts, des enseignants qui connaissent personnellement l'autisme parce qu'ils ont déjà eu aussi des cas. Et là, on peut vraiment, collaborer, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux à l'école et dans les apprentissages pour l'enfant. Qu'est-ce qui est difficile aussi dans le cadre d'une rentrée scolaire, et puis ça c'est valable aussi toute l'année, ce sont les besoins sensoriels. Les besoins sensoriels, donc on a tous des besoins sensoriels, on est tous parfois un petit peu hypersensibles au bruit, hypersensibles à la lumière, ou parfois on n'a pas envie que les autres viennent trop près de nous, ou on a envie de se sentir un peu plus isolé, ou sur le plan de la sensorialité, on a tous des besoins. La personne avec autisme et celle avec hyperactivité va avoir des besoins sensoriels encore plus importants. Donc ce qui fait qu'elle va être peut-être plus gênée par le bruit, beaucoup plus qu'une autre personne, ou au contraire, elle va avoir besoin de stimulation sonore beaucoup plus qu'une autre personne. La personne avec autisme peut vraiment être, ou même hyperactivité, peut vraiment être gênée par le fait d'être trop proche, qu'il y ait trop de monde dans la cour, d'être trop proche les uns des autres en classe ou autre, et au contraire, elle peut en avoir besoin. Et autant chez une personne qu'on pourrait dire avec l'étiquette neurotypique, ça pourrait être quelque chose quand même de pas complètement linéaire, mais hypersensible, hyposensible. C'est même pas hypo, c'est avoir des besoins de stimulation ou non. Mais chez la personne avec autisme ou hyperactivité, souvent les particularités sensorielles vont faire que ça va être très hyper ou très hypo. Donc on est vraiment sur des... Je ne sais pas si c'est parlant, mon image, ça fait plus en dents de scie, alors que chez la personne neurotypique, c'est plus lisse, on va dire. Si l'image ne vous parle pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, elle me parle. Donc, ces besoins sensoriels vont être vraiment importants à prendre en compte. Pourquoi on peut prendre cet exemple, justement.
La personne neurotypique qui va être un peu gênée par le bruit ou qui va être contente le soir de souffler parce que il y avait du monde à l'école ou autre. Bon, elle va rentrer, elle va se ressourcer, ça va aller. La personne avec autisme ou hyperactivité peut vraiment entrer en surcharge en fait. Et qui dit en fait à un moment, c'est que quand elle est en surcharge, elle n'en peut plus. Et quand elle n'en peut plus, elle peut se mettre à crier, elle peut se mettre à jeter des objets, à réagir violemment, parce qu'en fait, ça ne va plus. Et puis, il y en a qui ne vont pas non plus aller jusqu'à cet extrême-là. C'est un enfant avec autisme ne fait pas un autre, une personne adulte avec autisme ne fait pas une autre. C'est vraiment pour donner de l'information, mais ça ne peut pas représenter tout le monde. Donc, les rentrées scolaires, c'est à la fois comment est-ce qu'on gère au niveau de l'école, avec le flou et tout ce qu'on ne sait pas de comment ça va se passer à l'école et qui ne peut pas être trop prévu. Il va y avoir l'organisation à la maison, comment est-ce qu'on change nos routines, comment est-ce qu'on passe à un autre rythme, plus soutenu parfois. Et il va y avoir tous les à côté, parce que bien sûr, il y a la maison, il y a l'école, mais il y a tout l'entre-deux. Comment est-ce qu'on va à l'école? Est-ce qu'on prend un bus? Est-ce que s'il y a un bus, qu'est-ce qui se passe si le bus est en retard ou si on rate le bus? Qu'est-ce qui se passe si on y va en taxi et que, pareil, il est en retard ou alors il est en arrêt et c'est un autre taxi ou il n'y a pas de taxi, du coup il faudra y aller autrement. Tous ces changements d'organisation chez des enfants avec rituels, avec mode de fonctionnement, ça génère beaucoup de stress et ça demande beaucoup d'adaptabilité. Et on en revient encore à la fameuse question, c'est pas une question, au fameux point de la fatigue. Donc il y a tous ces à côté, puis là j'ai même pas parlé de la cantine, le self ou le restaurant universitaire, peu importe, mais ça c'est aussi un vrai défi. Faire la queue, les odeurs, les temps de passage qui sont pas toujours aux mêmes heures en fonction de l'emploi du temps, le fait de le choix des aliments, enfin, c'est très difficile aussi sur le plan alimentaire et là encore ça pourrait être une vidéo en part entière, mais l'objectif ici c'est pas de tout détailler mais vraiment d'informer que c'est vraiment pas juste une rentrée scolaire, que c'est pas juste une formalité, que c'est vraiment un grand défi pour ces enfants à besoins particuliers. Je vais fermer la parenthèse ici sur ces grands défis. Peut-être que vous en voyez d'autres, puis si vous avez envie de les mettre en commentaire pour partager, n'hésitez pas à le faire. Ça pourra aussi aider d'autres parents à ce que ce soit identifié et puis à faire comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'autisme, que l'hyperactivité et quels sont tous les besoins qui vont avec. On va passer maintenant à comment mieux vivre la rentrée scolaire. Donc je vais commencer par des clés, des outils. Puis quand je dis petit, c'est vraiment pas petit, c'est hyper important, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Il va y avoir à la fois des outils techniques, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et puis il va y avoir des conseils plus bien-être, où là je vais mettre ma casquette de yoga et je vais au mieux vous donner des clés pour être plus sereine ou serein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'important, ça va être vraiment de préparer. J'ai parlé des routines, des rituels. Donc, à la maison, si possible, comment est-ce que ça peut être fait en relation avec l'enfant? Je sais pas, peu importe, faire le cartable, ça peut sembler pas grand-chose, mais pour certains, surtout s'il y a des troubles de l'attention, aussi bien dans l'autisme que dans l'hyperactivité, les troubles de l'attention vont faire en sorte qu'il est possible que faire son cartable soit difficile. Il va y avoir des enfants qui, eux, vont préférer le faire le matin. Aucun problème, sauf que dans la vie de toutes les familles, le matin, souvent, ça court. C'est pas forcément le meilleur moment pour faire le cartable. C'est quelque chose qu'on a pu anticiper. Mais il peut y avoir de la résistance avec certains enfants, de le faire avant. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller organiser avec eux à quel moment est-ce qu'on peut faire quoi, et puis détailler. Et puis si on y va dans toutes les routines, il y a plein de choses qu'on peut faire pour mettre en place une routine et faire en sorte que toutes les étapes soient faites et qu'elles ne soient pas oubliées et que ça développe l'autonomie aussi de l'enfant sans que le parent soit toujours derrière à dire
va faire ceci, va faire cela, est-ce que tu as bien pensé à faire ceci, est-ce que tu as bien pensé à faire cela, et s'épuise à répéter, à redire toujours les mêmes choses tous les matins. Et puis là, je vois déjà les parents qui ont des enfants sans besoin particulier, qui vont dire mais nous aussi c'est pareil, nous aussi on est pressé, nous aussi on doit répéter les choses, nous aussi notre enfant il oublie de mettre des choses dans son cartable. Oui, j'entends. C'est simplement qu'avec l'autisme et l'hyperactivité, c'est encore plus. Et ça demande encore plus de temps d'intégration et c'est beaucoup plus long pour faire en sorte que peut-être l'enfant sera autonome à le faire. Donc les routines, les faire avec l'enfant, notamment parce que souvent, dans nos familles d'enfants à besoins particuliers, il y a des visuels, il y a des petites images qui aident à faire penser à chaque chose qu'il faut faire. Certains enfants vont préférer non pas des petites images, parce que ça leur parle pas trop, mais des mots-clés. Et puis, il va falloir aller les mettre à tel endroit. Et puis, il va y avoir plein de façons d'organiser ça. Et l'idée, c'est que l'enfant coopère pour que ça reste un plaisir pour lui de pouvoir l'utiliser. Parfois même, vous pouvez faire en sorte que vos enfants participent à la création de ces petites routines, en fait, en format papier ou autre, pour qu'elles puissent les utiliser au quotidien. Autre chose que vous pouvez faire qui a toute son importance, je me souviens avoir été remerciée par des professeurs qui m'avaient dit merci d'avoir fait ça, c'est de préparer comme un petit CV de l'enfant. Donc évidemment ça dépend de l'âge de l'enfant, peut-être que c'est mieux que l'enfant s'il est adulte le fasse lui-même, s'il est en études supérieures ou autre, bref, ce qui fonctionne bien c'est de donner un papier, par exemple, où il y aura matière par matière, quels sont les points forts et quelles sont les difficultés de l'enfant. Quels sont, par exemple, les signes qui vont montrer que là, il n'en peut plus, mais que si on ne connaît pas l'autisme ou l'hyperactivité, on ne va pas le voir. Donc, vraiment sous forme de petits points, sans mettre trop de lourdeur et puis aller à l'essentiel, faire en sorte que l'enseignant de maternelle ou de primaire ou les différents professeurs au collège ou au lycée puissent savoir que ok, là ça va être compliqué, mais là il peut, là comment est-ce qu'on peut éventuellement adapter, et puis ça permet de donner déjà une petite idée pour informer l'équipe. Donc ce CV à destination des enseignants, il fonctionne vraiment très bien. Autre point important, la communication. Donc, bien communiquer. Alors, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Quand on a des enfants à besoins particuliers, on est souvent parfois plus stressé, inquiet, on se sent incompris, on voit bien que nos enfants ont des besoins, et puis de l'autre côté à l'école ça va être très flou, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on espère que ça se passe bien, mais l'enfant va pas forcément être capable de nous le dire. Il y a vraiment sur le plan émotionnel quelque chose de difficile à vivre. Il y a la fatigue également qui est là. Donc bien communiquer, rester calme en toutes circonstances quand on est dans cet état-là intérieur, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile. Mais ça va être hyper important aussi. D'où l'importance, puis là je mets ma casquette de professeur de yoga. Comment est-ce qu'on peut accueillir ses émotions, gérer ses émotions, répondre à nos besoins en lien avec ses émotions. C'est vraiment tout un travail aussi pour rester calme, faire en sorte que oui, des fois il y a des choses qui doivent être dites, des fois il faut aussi montrer qu'on n'est pas d'accord et que les choses doivent se faire ou ne pas se faire de telle ou telle manière, mais c'est sûr que plus on va y aller, j'ai vraiment vu l'expérience, je l'ai vraiment vécu, quand la communication va vraiment changer tout dans la manière d'être reçu. Si on y va avec des émotions de colère ou d'incompréhension et qu'on met pas toujours les formes, derrière les personnes qui vont recevoir cette information peuvent se braquer aussi, ce qui peut être compris, être méfiant, et du coup on perd le lien. Donc nous, ce qu'on veut surtout, c'est garder ce lien pour pouvoir communiquer, parce que sans communication, c'est sûr que l'année va être difficile, pas juste la rentrée, vraiment toute l'année. Donc techniquement,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Préparer les routines avec l'enfant, faire en sorte que tout ce qu'il va devoir faire, il soit ok, et puis essayer de faire ça de manière ludique pour que ce soit entraînant, motivant pour lui le plus possible. Le CV, c'est aussi une forme de communication envers l'école. Et puis, faire attention à sa communication, comment est-ce qu'on va entrer en contact, dire ou ne pas dire certaines choses pour faire en sorte que ce soit le mieux possible pour notre enfant. Je mets ma casquette de professeur de yoga ou mon étiquette de professeur de yoga. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vraiment que cette rentrée soit vraiment plus sereine? La première chose en tant qu'accompagnant, que parent, ça va être de penser à vous ressourcer. Plus on donne notre énergie à faire en sorte que ça se passe pour le mieux, pour les autres, pour les enfants, pour la famille, pour le travail, moins on va avoir d'énergie pour nous. Sauf que quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et là, on peut même plus aider l'autre de façon convenable parce qu'on n'a plus d'énergie, on n'en peut plus. Donc, la question ce serait, qu'est-ce qu'on fait pour nous, pour se ressourcer? Puis là, ça peut être multiple. Moi, je sais que je me ressource avec le yoga, mais peut-être que vous, c'est d'aller marcher en forêt, d'aller faire une sortie avec les copines, peu importe, mais comment est-ce que vous prenez un temps pour vous ressourcer, et puis si possible, quotidiennement, pour souffler et détendre le corps et lâcher prise. Justement, lâcher prise, c'est le deuxième point. Lâcher prise. Parfois, on est attaché à certaines valeurs. On voudrait que pour nos enfants ou pour l'école ou à la maison, les choses se passent de telle manière ou de telle manière. Notamment quand on va faire nos petites routines du matin, du soir, des leçons. Voici des choses qui doivent être faites. Parfois, il va y avoir de la résistance. Parfois, ça ne va pas fonctionner. Et parfois, il va falloir dire « Ok, j'aurais aimé que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Mais ça crée du conflit, c'est difficile pour tout le monde. Finalement, est-ce que je ne peux pas lâcher quelques valeurs? Ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire se laisser aller, mais ça veut dire, ok, j'aurais aimé, si possible, que tout ça se passe pour le mieux. Quelles vont être ma priorité? Parmi tout ça que j'aimerais qu'il se fasse, peut-être que pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je priorise? Par exemple, si je reviens avec les leçons le soir, peut-être que pour le mieux, ce serait faire en sorte que l'enfant se sente bien à l'école, que le soir, il soit accompagné pour faire ses leçons et qu'il arrive à faire quelque chose et à progresser à l'école, et puis aussi qu'il arrive à se détendre et qu'il se sente bien. Ok, ça c'est tout ce que j'aimerais qu'il se passe bien pour l'enfant. Mais peut-être qu'à un moment, il va falloir que je lâche prise sur le fait que peut-être les leçons ne seront pas faites. Ou que peut-être il faudra mettre aménager le planning pour qu'il y ait moins de matière à l'école. Sur quoi est-ce que je peux lâcher prise pour que tout le monde se sente mieux? Moi en tant qu'aidant, moi en tant que parent, puis quand je dis moi, c'est vous, c'est le parent, l'aidant, mais l'enfant aussi. Troisième conseil, bien-être, le fameux moment présent. Il y aurait deux façons de vivre le moment présent. Il y a finalement se dire que chaque chose en son temps. Il y a tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'il faudrait qu'il se passe. Mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant déjà comme premier petit pas? On va voir, on va faire au mieux et en fait ensuite on fera un deuxième petit pas et on va réajuster. Et progressivement, un pas après l'autre, on va progresser et on va voir comment les difficultés peuvent s'estomper et comment l'enfant peut réussir à s'adapter le plus possible à ce monde dans lequel c'est difficile pour lui d'évoluer. Comment est-ce qu'on peut y aller pas à pas en vivant juste ici et maintenant le moment présent? Mais le moment présent, en tant que professeur de yoga, c'est pas juste ici et maintenant, là, un pas après l'autre. C'est aussi le moment présent, c'est normal que ça bug, c'est le moment présent. C'est comment je peux revenir à cette ressource intérieure, comment je peux revenir à l'espace tranquille toujours là à l'intérieur de nous. On a tous un espace tranquille toujours là à l'intérieur de nous. Et quand on se relier, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est difficile de mettre des mots. Quand on se reconnecte, se relie, peu importe, à cet espace tranquille,
plus on s'établit dans cet espace tranquille, moins le mental cogite, moins il y a de pensées et moins il y a toutes les problématiques qui vont être liées à notre quotidien, à la rentrée, à l'école, au travail, etc. Donc plus on est dans cet espace tranquille, moins le mental, moins la charge mentale est présente. Et c'est dans cet espace tranquille qu'on va pouvoir revenir à ce moment présent, entre guillemets, ce moment où lorsqu'on est là, dans cet espace tranquille, il n'y a plus les problématiques du passé, il n'y a plus les appréhensions futures, on est juste là, ici et maintenant. Et si on en fait l'expérience d'ici et maintenant, c'est paisible. Vraiment, c'est paisible. Parfois c'est joyeux, parfois c'est un sentiment d'amour qui va résulter, qui va se révéler, mais c'est au moins calme et tranquille. Donc comment est-ce que, à chaque fois que on part dans le quotidien et que c'est compliqué, que le mental s'agite et qu'il y a les peurs et qu'on ne sait pas comment on va faire et les doutes, etc. et que c'est difficile, comment est-ce qu'on peut revenir à cet espace tranquille, ressourçant, apaisant, se ressourcer ici. C'est ça le moment présent. Et la quatrième chose qu'on peut faire, là aussi c'est avec l'étiquette de professeur de yoga, c'est poser des intentions. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à poser des intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour cette rentrée? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour cette année, pour votre enfant et pour vous-même? Et parfois, quand on doute, puis là je peux vous partager une expérience, il y avait une année où on ne savait pas du tout ce qu'allait se passer l'année suivante en changeant d'établissement pour notre enfant. Et en fait, on était dans le flou, comme la plupart des familles, et je ne savais même pas, au moment de faire les choix en amont, quel était le meilleur choix. Parce qu'il y avait des enseignants qui disaient « il faudrait l'orienter ici, il faudrait qu'elle aille là, il faudrait faire ceci, mais non, ça ce serait mieux, et puis l'outil informatique, et puis en fait, non ». Et en fait, il faut faire des demandes, il faut faire des choix en amont pour que l'enfant soit accompagné. Mais quand on ne sait pas quels sont les meilleurs choix, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut, moi, à ce moment-là, c'est que je m'étais quand même laissée guider par les personnes qui nous accompagnent, les enseignants référents. Puis mon intention, comme un souhait, en fait, c'était, ok, que quoi qu'il se passe, peu importe ce qui se passe l'année suivante, en fait, comme on ne savait pas trop dans quelle orientation elle allait pouvoir être accueillie, que ce soit le meilleur. Donc mon intention, c'était le meilleur pour mon enfant. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment le meilleur pour mon enfant. Donc poser son intention, c'est aussi, puis là encore c'est très avec l'étiquette professeur de yoga, mais c'est ça que j'ai envie de vous apporter dans ces vidéos. Comment est-ce que je peux lâcher prise sur le résultat? Okay. J'ai fait les actions, j'ai fait les demandes, j'ai fait les choix d'orientation, j'ai fait ce qui me semblait être le meilleur pour mon enfant. Et je vais bien voir ce qui va se passer. Je lâche prise dans cette confiance en la vie que ce qui va se passer doit se passer et qu'il y aura quelque chose c'est même pas à apprendre, mais à expérimenter de ça. Donc le quatrième, ce serait l'intention, si ça vous parle. J'ai pas parlé, puis je pense que je vais terminer avec ça. Là, vous avez eu un peu une liste un peu non exhaustive, un aperçu de tout ce qui peut être vécu par les familles d'enfants en besoins particuliers au moment de la rentrée. Ce dont je n'ai pas parlé et qui est important, c'est comment est-ce que je trouve pas le bon mot, comment on fait en sorte de donner les outils à nos enfants. Nos enfants, ils vont avoir besoin de ressources pour gérer cette fatigabilité. Ils vont avoir besoin de ressources pour gérer leurs émotions, pour gérer les difficultés d'interaction sociale, pour gérer tout ce qu'on leur demande et toute la charge mentale qui va arriver avec ces longues journées d'école. Comment est-ce qu'on fait pour
faire en sorte qu'ils puissent auto-réguler leurs émotions. Donc ça va vraiment être important de les questionner. Puis là, je sais qu'il y a des enfants avec autisme qui sont non-verbaux. Je sais aussi qu'il y en a qui vont pas vouloir répondre et que le temps d'interaction, de discussion avec eux est très court. Je sais aussi qu'il y en a avec qui on peut parler et que réussir à exprimer une émotion, à dire ce qu'on ressent est difficile. Et c'est ça, en fait, que le yoga va apporter aux enfants, alors à tous les enfants, hein, mais c'est d'aller mettre en relation qu'est-ce que c'est une émotion, le nom de l'émotion, avec la sensation dans le corps, et quels sont les besoins qui vont avec, et qu'est-ce que je peux faire quand je ressens ça, comment est-ce que j'accueille ces émotions-là. Parfois, il y a des choses qui sont quand même émotionnellement très très lourdes, très très difficiles pour ces enfants, et qui deviennent adultes également. Ça, c'est possible. En tout cas, moi, je le fais. Je ne vais peut-être pas parler au nom de tous les professeurs de yoga, mais en tout cas, j'espère que oui, quand même. C'est possible, en tant que professeur de yoga, d'aller accompagner, de faire en sorte que les enfants aient des ressources et des outils pour se sentir mieux. On va passer par le corps, mais pas que. On va aussi passer par l'accueil des émotions et puis la méditation. Donc, quand j'entends méditation, c'est pas du tout dans le sens la méditation assise sur une chaise ou au sol, les mains comme ça, fermées, à respirer. Oui, ça c'est pas de la méditation, c'est une posture de toute façon. Mais oui, on peut faire de la méditation ou être en méditation dans cette posture, mais c'est pas non plus écouter des histoires pour entrer en méditation, c'est encore différent, c'est vraiment se reconnecter à cet espace tranquille pour aller accueillir et libérer les blocages émotionnels liés à certaines situations, pour faire en sorte que lorsque l'enfant va évoquer de nouveau un souvenir qui a pu être parfois traumatisant, vraiment, j'insiste sur ça, ce soit plus une blessure, qu'il n'y ait plus l'hyperémotivité, que ce soit accueilli et que ce soit plus souffrant pour l'enfant. Ça, c'est possible de le faire et de lui donner les outils, de lui apprendre pour qu'il soit en mesure par lui-même ensuite d'accueillir toutes ses émotions et de vivre ses difficultés au quotidien. Je ferai sûrement une autre vidéo sur qu'est-ce que le yoga, à la fois sur le tapis, mais dans la vie peut aussi apporter à nos enfants à besoins particuliers. C'était une longue vidéo, bravo d'être allé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez des questions, voilà, ou si vous avez vous aussi d'autres outils que vous pouvez partager à d'autres parents, vous pouvez le mettre en commentaire. Vous pouvez aussi cliquer j'aime si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait être utile, vous pouvez aussi la partager. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je pense que je vais vous parler de ma vision des étiquettes. L'étiquette TSA, l'étiquette TDAH, l'étiquette professeur de yoga, pourquoi pas, toutes les étiquettes qu'on nous colle et auxquelles, en tant que professeur de yoga, je suis attachée à ne pas m'y attacher. Mais ça, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Namasté.